Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc continuons notre petit tour des grandeurs physiques. Alors, il y a les forces. Alors les forces, bon, elles ne sont pas vraiment comme les précédentes, hein. Elles ne sont pas vraiment ni des grandeurs extensives ni intensives. Elles ont ici un caractère plus générique. Nous verrons avec les deux manifestations de ces forces, la pression et le poids, des grandeurs extensives. Les forces quantifient l'intensité de l'action d'un corps sur un autre corps. L'exemple typique, c'est par exemple pousser une masse, pousser une voiture par exemple. On va exercer une certaine force de pousser pour déplacer l'objet, la voiture. Un autre exemple, c'est l'attraction gravitationnelle, avec l'attraction du Soleil sur les planètes, des planètes sur la Lune, la Terre sur la Lune, ou simplement de la Terre sur une pomme qui tombe. L'attraction gravitationnelle s'est traduite par une force qui s'exerce sur la planète, sur la Lune, sur une pomme, pour la déplacer et la faire tomber. On l'appelle donc force gravitationnelle ou force de gravitation. Les forces, d'une manière générale, se note F et se mesure en newton, grand M, nom donné à la force correspondante. Il est fréquent dans des situations physiques d'avoir de nombreuses forces qui sont appliquées sur différentes parties, par différentes autres parties. Dans ce cas-là, on va les noter avec différents indices. F1, F2, F3, l'indice 1, 2, 3 identifiant les différentes forces dont on parle. Une force se mesure avec plusieurs instruments possibles, par exemple des jauges de contrainte ou autres. Un exemple typique est le dynamomètre. Le dynamomètre, on a une surface fixe et accroché à cette surface, on a un ressort, typiquement en acier de bonne qualité, très fin et sous forme de ressort boudin. Qui est le plus efficace pour ce type de mesure. À l'extrémité, on applique une certaine force en tirant sur le ressort et on a une graduation qui va indiquer la valeur de la force qui est exercée sur le ressort. Pour un ressort boudin avec un acier de bonne qualité et des forces, on va dire modérées, pas trop grandes, l'allongement du ressort est proportionnel à la force qui est appliquée, ce qui est donc bien pratique. Les jauges de contrainte sont un autre dispositif. Elles permettent de fournir un signal électrique mesurant directement une force qui est appliquée, par exemple sur une surface. On place la jauge et en tirant sur la surface, la jauge va indiquer la force qui est exercée dans le matériau. Alors, contrairement aux grandeurs que nous avons vues jusqu'ici, la force n'est pas un simple nombre, ce n'est pas qu'une valeur. Elle a trois caractéristiques. Elle a une grandeur, qui se mesure donc en newton, mais elle a aussi une direction, comme ici la flèche vers le bas, qui indique que l'on tire le ressort vers le bas. Et enfin, elle a un point d'application. Elle s'applique en un point, ici, le point en bas du ressort. La grandeur qui est utilisée en physique est issue des mathématiques pour illustrer ce type de grandeur qui possède ces trois caractéristiques, ou les deux, la grandeur et la direction, ce sont les vecteurs. Alors, on n'aura pas besoin de ça dans la suite, donc on peut se passer des explications plus techniques, mais voilà, pour l'info. Il existe des forces un peu particulières. Alors d'abord, parlons de la pression. Alors la pression, si on a une surface quelconque, cette surface peut être réelle, une surface métallique, une surface en béton, peu importe, ou simplement plus théorique, une simple zone de l'espace. Sur cette surface, des forces
vont s'appliquer. Et on imagine la situation où il y a des forces appliquées en tout point. Donc c'est une infinité de forces infinitésimales, toutes petites, qui s'appliquent toutes en tout point de la surface. On dit alors que cela exerce une pression sur cette surface. C'est la force qui est appliquée par unité de surface. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme de toutes les forces qui sont appliquées sur une petite zone, on divise la force ainsi obtenue par la surface de cette petite zone, et on a la pression. Elle se note P, pression, P, et elle se mesure en pascal. Le pascal valant 100 000 newtons par mètre carré. C'est l'unité standard. Il existe d'autres unités. On parle souvent de pression en atmosphère ou en millimètres de mercure, peu importe. On les rencontre encore, hein, mais l'unité standard internationale, c'est le pascal. Des exemples sont la pression atmosphérique. Le poids de l'air sur tout ce qui nous entoure exerce une force en tout point. C'est une pression, la pression atmosphérique. Un corps qui est plongé dans l'eau subit aussi une pression de la part du poids de la colonne d'eau qui est sur lui. Et d'autant plus grande, bien sûr, qu'il est profond. Et c'est également relié, par exemple, au célèbre principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée de bas en haut égale au poids du volume d'eau déplacé. C'est dû en fait au fait que la pression exercée varie avec la profondeur et exerce une poussée pour faire remonter le corps s'il est plus léger que l'eau, bien sûr. Alors, une autre application importante des forces, c'est le poids. Alors, je vous avais dit de ne pas confondre masse et poids. Le poids, c'est la force d'attraction qui est exercée par la gravité terrestre. On peut aussi parler de poids sur la Lune, de poids sur Mars, mais en général, nous, on parle de poids sur la Terre. C'est la force qui est exercée par l'attraction gravitationnelle. Elle est toujours vers le bas. En fait, on définit le haut et le bas grâce au poids. Et elle est en fait dirigée vers le centre de gravité de la Terre, qui est à peu près au centre de la Terre. Le poids est donné par la masse du corps qui est attiré, par exemple mon poids, un peu plus de 80 kg, fois l'accélération de la pesanteur. Donc c'est le poids, c'est masse fois l'accélération de la pesanteur que l'on note typiquement G. L'accélération de la pesanteur, c'est l'accélération d'un corps qui chute. Plus exactement, un corps qui chute sans être freiné. Quand on a un parachute, bien sûr, on tombe moins vite. C'est le cas si on tombe dans le vide, là il n'y a rien pour retenir, même avec un parachute, ou pour des vitesses pas trop grandes, si on tombe roulé en boule. Donc là, l'air exerce moins de frein sur la chute. Cette accélération de la pesanteur vaut environ, au niveau, ce qu'on appelle le niveau de la mer, et aux latitudes moyennes, elle vaut 9,81 mètres par seconde au carré. 9,81 mètres par seconde au carré. Ça signifie que, avec cette accélération, la vitesse augmente à chaque seconde de 9,81 mètres par seconde. Cette vitesse de 9,81 mètres par seconde, c'est environ 35 km/h. Donc quand vous chutez sans frein, roulez en boule,
vous accélérez à chaque seconde de 35 km/h. Inutile de dire que vous atteignez vite une très grande vitesse. Hein. En quelques secondes, ça devient déjà une chute mortelle. Donc le poids, c'est ça. C'est la force d'attraction. Alors souvent, le poids, souvent le poids est noté P. Sauf s'il y a un risque de confusion avec la pression. Pas de chance, les deux sont notre P. Mais on peut prendre une autre lettre si on a envie. Hein. Peu importe du moment qu'il n'y a pas de confusion. Ou alors on l'indique. On dit attention, là c'est pression, là c'est le poids. Si on manipule les deux en même temps, il vaut mieux utiliser une lettre différente. Et donc, elle se mesure en newton. C'est une force. Dans le grand public, dans la vie courante, il y a souvent, ou presque toujours, confusion entre le poids et la masse. Mais ce sont des choses très différentes. La masse est un simple nombre, le poids est une force, avec une direction et un point d'application. De plus, la masse est une constante pour un corps, sauf s'il perd une partie de sa masse, bien entendu. Le poids, lui, varie selon le lieu. On sait que sur la Lune, les astronautes ont un poids 6 fois plus faible, mais ils ont toujours la même masse. C'est important. Si ils prennent une boule et qu'ils la lâchent, elle va tomber avec une accélération 6 fois plus faible, mais s'ils veulent la lancer, si c'est une boule très lourde comme une grosse boule de pétanque, ils auront aussi difficile que sur Terre. Parce que là, c'est la masse qui lutte contre la mise en mouvement. Sur Terre, le poids est lié à la masse par la constante G. Je dis constante, en fait, elle n'est pas constante. La constante G est définie comme constante parce que déterminée en un lieu particulier bien précis. Mais en réalité, sa valeur varie selon le lieu, selon la latitude, selon l'altitude. Plus on monte haut, et plus cette valeur diminue. Donc, elle n'est pas tout à fait constante. Humainement parlant, on ne sent pas la différence. Hein. Qu'on aille au pôle Nord ou qu'on aille à l'équateur, ou qu'on monte au sommet de l'Everest, on a toujours l'impression d'avoir le même poids. Et la différence est très faible. Donc, ce qui fait que, grosso modo, à peu de choses près, la masse est toujours proportionnelle au poids sur Terre. Et donc, on a tendance à les confondre, puisque c'est toujours les deux ensemble. Quand l'un augmente, l'autre augmente avec, de la même manière. Donc la confusion est très facile. Les masses se mesurent typiquement avec des balances, on avait parlé des balances à plateau, tandis que le poids avec plutôt un dynamomètre ou une de ses variantes, sous forme dynamomètre ou sous forme jauge de contrainte, que sont par exemple les pèse-personnes. Les pèse-personnes mesurent le poids. Avec un pèse-personne de très très bonne précision, vous verriez une petite différence entre la mesure chez vous et une mesure de votre poids faite au sommet de l'Everest. Vous verrez peut-être aussi une petite différence si vous avez perdu du poids à grimper, parce que c'est dur de grimper au sommet de l'Everest. Cela conduit aussi à un abus de langage. Quand on dit « j'ai ici un poids de 1 kg » ou 1 kg. Par exemple, un sac de farine sur lequel il est marqué 1 kg. En réalité, ce n'est pas le poids qui est indiqué, c'est la masse. Le poids, c'est 9,81 newtons. Mais par habitude, on dit poids de 1 kg. Quand on travaille au laboratoire ou dans certains procédés industriels, où on a besoin de grande précision sur les masses et les poids, il ne faut jamais confondre les deux. Et en physique, surtout en physique théorique, bien sûr, il ne faut pas confondre les deux, c'est pas la même chose.
Voilà pour les grandeurs extensives. Alors, il y a aussi les grandeurs intensives. Ça sera beaucoup plus court. On va en voir que peu ici. Donc, elle caractérise non pas la quantité, la grandeur du corps, mais plutôt certaines de ses propriétés intrinsèques. Il y a la masse volumique. Alors, la masse volumique, c'est la masse par unité de volume. Donc, on prend la masse d'un tout petit volume, on divise la quantité mesurée par le petit volume, et on a la masse volumique. On prend le volume le plus petit possible, on fait tendre vers zéro. Et évidemment, c'est une mesure faite en un point du corps, et donc ça ne dépend pas de la quantité totale du corps, c'est une grandeur intensive. Elle se note mu, masse volumique, se note mu et se mesure en kilos par mètre cube, évidemment. Alors, c'est une lettre grecque, hein, si vous ne le savez pas. La lettre mu, lettre grecque. La densité. La densité, c'est la masse volumique rapportée à la masse volumique de l'eau. C'est plus exactement de l'eau à pression atmosphérique et à 4 degrés. Pour être précis. Ça vaut environ, la masse volumique de l'eau vaut environ 1000 kg par mètre cube, c'est-à-dire une tonne. Un mètre cube d'eau, c'est une tonne. Et c'est le rapport des deux, donc on divise la masse volumique du corps par la masse volumique de l'eau, par 1000, et on obtient la densité. Elle se note, donc la densité, rho, qui est aussi une lettre grecque, et elle n'a pas d'unité. Parce qu'on divise une masse volumique par une masse volumique, peu importe les unités utilisées, ça disparaît, c'est un simple nombre, un pur nombre. On dit aussi que c'est une grandeur sans dimension. Souvent on pratique les grandeurs sans dimension en physique, parce qu'on n'a pas à se préoccuper des unités. Et enfin, la température. La température est une grandeur intensive, on mesure la température en un point précis. Même si vous dites je mesure la température dans la pièce, en fait vous mesurez la température là où est le thermomètre, pas dans le reste de la pièce. Si vous placiez le thermomètre près de votre chauffage, il monterait beaucoup plus. Si vous allez coller contre la fenêtre, il y a fort à parier, s'il fait froid dehors, que sa température va baisser. Donc on mesure la température en un endroit précis. C'est la notion, bien sûr, nous en avons déjà parlé, en particulier la partie historique, qui quantifie la notion de chaud et de froid. Elle se mesure en degrés Celsius, température. Elle se note souvent grand T, parfois petit t. Elle se mesure en degrés Celsius ou en Kelvin. Par habitude, on ne met pas degrés pour les Kelvin. Le petit rond ici, le petit rond là veut dire degré. C'est degrés Celsius ou Kelvin. Et pas degrés Kelvin. C'est une simple habitude. Hein. Parfois, on écrit petit t pour celle-là, grand T pour celle-là. Celle mesurée en Kelvin est appelée température absolue. On y reviendra. La température est centrale en thermodynamique. C'est une des grandeurs les plus importantes. Et donc, nous reviendrons en long et en large sur cette grandeur physique pour la préciser, voir comment la mesure, etc. Donc, on y reviendra. On va donc arrêter avec ça ici. Alors, voilà. Ça nous suffira. Alors, il existe bien d'autres grandeurs en physique. Beaucoup. Des dizaines. Et beaucoup, presque toutes, interviennent aussi en thermodynamique. De ci, de là. Mais, ce que nous avons vu ici est suffisant pour comprendre de quoi on parle. Et nous avons au moins les grandeurs fondamentales de la thermodynamique. Qui sont pression, température, masse, quantité de matière, volume, chaleur, etc. Donc, on s'arrête ici, on verra plus loin quelques autres valeurs dans certaines explications, certaines applications.
Voilà, alors nous terminerons ce passage dans la prochaine vidéo, une petite vidéo, pour, ici on caractérise un système physique avec différentes grandeurs, mais on classe aussi les systèmes physiques de différentes manières, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.